C'est de regarder de façon objective ce que perd ou ce que gagne l'AES en quittant la CEDEAO. Sur ce plateau, j'avais donné quelques éléments d'appréciation. J'ai dit que l'AES, c'est 17% de la population de la CEDEAO. L'AES, c'est 10% du PIB de la CEDEAO. En termes d'exportation des pays de l'AES vers la CEDEAO, c'est 2%. Et en termes d'importation de l'AES, donc des produits venant de la CEDEAO vers l'AES, c'est 37%. Et les 63 autres pourcents sont répartis entre les États-Unis, la France, l'Inde, beaucoup plus d'inconvénients à quitter la CEDEAO qu'à y rester. L'Afrique de l'Ouest est témoin d'une fracture politique majeure, marquée par le divorce entre trois États souverainistes, le Mali, le Burkina Faso et le Niger, et la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. Dans cette vidéo, nous explorons les implications de cette séparation historique. Alors que l'Alliance des États du Sahel, AES, affirme sa volonté de rompre avec les mécanismes jugés néocoloniaux de la CEDEAO, des questions essentielles se posent. Quels sont les véritables enjeux de cette rupture? Quels avantages et inconvénients pour l'AES de quitter cette organisation régionale? Pourquoi certains pays comme le Togo, le Ghana ou le Bénin s'intéressent de plus en plus à l'AES? Avec des interventions d'experts tels qu'André Silver-Conan, qui offre une analyse à 360 degrés des conséquences économiques et géopolitiques, et d'autres chroniqueurs, nous reviendrons sur les désaccords profonds, les reproches adressés à la CEDEAO, ainsi que les contradictions des États qui cherchent à rompre tout en conservant certains avantages de l'organisation. Une réflexion critique et sans concession sur l'avenir des alliances africaines. Ça, c'est de l'institution régionale, quels rapports ces entités devront avoir à partir du 29 janvier prochain. C'est le sens de la correspondance du président de la commission de la CEDEAO qui appelle à une rencontre entre les deux parties pour définir les termes de la séparation, comme nous le montre Pierre Dupemelin. On en parle juste après. La CEDEAO fera ses adieux au Mali officiellement le 29 janvier prochain, soit exactement un an, après la requête exprimée par les autorités maliennes de retirer le Mali de l'institution. Avant cette date cruciale, le président de la commission de la CEDEAO, Alieu Touré, dans une correspondance, en date du lundi 13 janvier 2025, a adressé au ministre des Affaires étrangères du Mali, selon les instructions du dernier sommet d'Abuja, évoquant la nécessité d'engager les formalités de séparation et proposer une réunion en vue d'initier les discussions. Le document prévoit la tenue d'une réunion entre les équipes techniques des deux parties afin de discuter des modalités du retrait. La note que la date de cette rencontre pourra être convenue ultérieurement, après consultation. Les trois pays de l'Alliance du Sahel AES, le Mali, le Niger et le Burkina Faso, avaient annoncé leur volonté de quitter la CEDEAO. Ces pays avaient aussi fait savoir que leur décision de quitter l'organisation était irréversible. L'AES, Alliance des États du Sahel, a rejeté le délai de rétractation de 6 mois accordé par la CEDEAO avant leur retrait définitif. Le collège des chefs d'État de l'AES avait considéré ce moratoire comme une tentative de déstabilisation extérieure. Le divorce se prononce davantage au fur et à mesure que les jours passent entre les pays membres de l'Alliance des États du Sahel et la CEDEAO. Dernière tentative en date qui a échoué, c'était un délai de rétractation de 6 mois qui a été rejeté par les présidents des États du Sahel. Alors aujourd'hui, le président de la commission de la CEDEAO qui envoie une correspondance au Mali pour acter et discuter du retrait. Ça y est, André Silver-Conan, on est au bord de la rupture? Oui, non, la rupture est là, hein, voilà, il faut la constater. Moi, ce que je veux dire, c'est que, rappelez-vous, quand il y a eu le coup d'État contre le défunt président Ibeka, qu'est-ce qu'on disait? C'est parce qu'il y a un civil au pouvoir que la crise sécuritaire n'est pas jugulée. Au passage, en 2012, c'était un militaire qui était au pouvoir. Amadou Aya Sanogo. Non, Amadou ATT. ATT avant Amadou Aya Sanogo, oui. Amadou Toumani Touré. Voilà. Première chose. Après, on a dit que c'était la France. La France a plié bagage. Après, on a dit oui, ben écoute, c'est le G5 Sahel. G5 Sahel, plié bagage. Après, ils ont dit oui, c'est la CEDEAO. Ils sont sortis de la CEDEAO.
Après, ils ont dit encore, oui, bon, le Premier ministre, il est civil. Aujourd'hui, ce sont les militaires qui contrôlent le gouvernement malien. Mais, conséquence, rien ne bouge. Voilà. Alors, c'est un éternel recommencement. C'est une stratégie d'adaptation du mensonge originel. C'est ça qui se passe au Mali. Encore une fois, il faudra qu'un jour, les Maliens regardent sereinement la situation et disent, et se posent cette question qui est essentielle. Est-ce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les militaires qui devraient donc assurer la défense du territoire et qui sont aujourd'hui au pouvoir? Est-ce qu'en fin de compte, ce ne sont pas eux qui sont le problème? Parce que tous ceux qui considèrent le problème, qu'ils désignaient comme le problème, ils ne sont plus le problème. Aujourd'hui, ils sont là, face. Donc, la CEDEAO, si vous voulez, leur offre une porte de sortie, je vais dire, voilà, parce que, mine de rien, qu'est-ce qui s'est passé? C'était en janvier 2024, le Mali n'a pas augmenté son budget, c'est 2000 et quelques, ça ne fait même pas la moitié du budget de la Côte d'Ivoire. En fin de compte, où va le Mali? Que les Maliens se posent la question si, en définitive, ce ne sont pas des militaires qui sont au pouvoir, qui sont le problème. Yacouba Doumbia? Oui, alors, en ce qui concerne, moi j'ai une vision à 360 degrés sur cette question. C'est pour ça que vous participez à une CI 360. Effectivement, à 360 degrés sur cette question. C'est de regarder de façon objective ce que perd ou ce que gagne l'AES en quittant la CEDEAO. Sur ce plateau, j'avais donné quelques éléments d'appréciation. J'ai dit que l'AES, c'est 17% de la population de la CEDEAO. L'AES, c'est 10% du PIB de la CEDEAO. En termes d'exportation des pays de l'AES vers la CEDEAO, c'est 2%. Et en termes d'importation de l'AES, donc des produits venant de la CEDEAO vers l'AES, c'est 37%. Et les 63 autres pourcents sont répartis entre les États-Unis, la France, l'Inde, la Turquie. Beaucoup plus d'inconvénients à quitter la CEDEAO qu'à y rester. Bien sûr, le seul bémol dans cette situation, c'est la bousculade de la situation géopolitique, puisque de 15 pays membres, on se retrouve à 12 pays membres. En tout état de cause, ce n'est pas la première fois que des organisations ou des pays quittent la CEDEAO. Le Mali l'avait déjà fait, le Mali est revenu. Et pendant que le Mali, le Burkina et le Niger décident de partir, il y a des pays qui frappent à la porte de la CEDEAO. La Mauritanie qui est partie veut revenir. Il y a le Maroc qui veut rentrer, malgré le fait qu'on ne soit pas dans la même zone géographique. Mais aujourd'hui, le Maroc est dans la CEDEAO en tant qu'observateur. Alors, ce qui se passe, c'est que vous avez des pays qui refusent, en fait, qui veulent partir de la CEDEAO, mais qui en même temps veulent jouir des avantages que confèrent certains sous-groupements de la CEDEAO, tels que l'UEMOA et tout ça. Donc, la rencontre du 29, c'est un peu comme la rencontre entre un couple, dans lequel, comme un foyer dans lequel il y a l'un des conjoints qui décide de partir. Donc la rencontre se dit, bon écoutez, vous voulez partir, nous sommes d'accord, on va discuter des modalités de votre départ, vous êtes au sein de l'UEMOA, vous avez quelques avantages, et l'un des plus gros avantages des pays de l'AES, c'est d'appartenir au pool énergétique de la sous-région. Et appartenir à ce pool énergétique, au fond, vous confère un certain nombre d'avantages en termes d'importation de l'énergie, parce que ces pays sont fortement dépendants de l'énergie de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Sénégal et même du Nigeria. Donc quand vous partez, la façon dont on vous vend le mégawatt-heure, mais ce ne serait plus le même tarif. Donc c'est de tout ça qu'il va falloir parler. Et comme André Sylvain Conan l'a dit, il faut qu'à un moment donné, les populations de l'AES s'asseyent et regardent objectivement, depuis les différents putschs, qu'est-ce qui a véritablement changé? Absolument pas grand-chose. Et maintenant, comme on le dit dans un adage, parler au chien, mais aussi il faut parler à l'os. Moi, je pense qu'à un moment donné aussi, la CEDEAO doit pouvoir prendre un certain nombre de ses responsabilités. Parce que ce qui se passe, et si vous le constatez bien, on a le sentiment qu'il y a une sorte de jeu de dupes. C'est-à-dire que voilà des États qui vont partir, mais en sous-main, on se bat pour traiter aussi avec ces États.
Et quand vous regardez l'investiture du président John Mahama Dramani, vous vous rendez compte qu'il y a quand même des choses qui ont changé. Quand vous regardez les déclarations du Togo, vous vous rendez compte aussi qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est-à-dire que pendant que dans l'organisation, on est tous d'accord que ces gens, ces pays doivent partir, parce que ce n'est pas nous qui demandons que ces pays partent, mais en même temps, derrière, on se bat parfois pour pouvoir obtenir quelques avantages et autres. Et cela fragilise aussi cette organisation. Soit on est ferme et en ce moment, on reste solidaire pour éviter que ça fasse jurisprudence sous tache d'huile, soit on décide de dire, bon, on est flexible et en ce moment-là, on leur accorde une autre chance. Alors, il reste que 4 interventions, on a 5 minutes. Hein. Landry Couillot, c'est à vous, allez-y. Merci bien. Alors, je vais faire l'économie de tout ce qui a été rappelé. Entre-temps, pour moi, l'enjeu, c'est de savoir si, au sortir de cette séparation... Est-ce que c'est dans l'intérêt des peuples, par exemple? Absolument. Tout dépend, attention, tout dépend du leadership des dirigeants. Parce qu'au final, le sort des peuples dépend des décisions prises par les dirigeants. Est-ce qu'au final, l'AES sera appréhendé comme un ennemi, un adversaire ou un partenaire? C'est l'enjeu qui est là. Est-ce que l'AES va être une menace pour la CEDEAO, les pays membres de la CEDEAO, notamment la Côte d'Ivoire, ou des partenaires? C'est là qu'il va falloir être très très fin. Et pour cette sorte de dissonance au niveau de la CEDEAO, cela s'entend en ce sens où, au-delà des décisions prises de manière commune, chaque État est dans un état de nécessité où on voudrait tirer le drap pour lui. Que ce soit le Ghana, le Togo, ils ont tous une ouverture maritime et ils savent le besoin de ces pays-là quant à pouvoir avoir accès à un port. Donc du coup, l'on voudrait bien sûr maintenir des sortes de relations qui mettraient à difficulté toute l'organisation. C'est en cela que je reviens sur la fameuse question de fond qui est celle-ci. Est-ce que l'AES, détachée de manière structurelle de la CEDEAO, va constituer une menace ou sera une opportunité de partenariat? Très bien, question. Geoffroy Julien Kouao. Oui, merci. Ce qu'il faut savoir, c'est que le droit de retrait est un droit reconnu à tout membre d'une organisation internationale. Rappelez-vous très bien qu'en 2004 et après en 2017, les États-Unis ont quitté l'UNESCO. Rappelez-vous très bien, en 1966, le général de Gaulle et la France ont quitté quoi? L'OTAN. Pour revenir après en 2009 sur Sarkozy. Vous voyez, en 2020, le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne. En 1984, le Maroc a quitté l'Organisation de l'Unité africaine, après la reconnaissance du Sahara occidental par cette organisation. La Mauritanie, comme Yacouba l'a rappelé tout à l'heure, a bel et bien quitté la CEDEAO en 2000. Donc c'est un droit qui est reconnu, mais c'est un droit qui est encadré par les textes fondateurs de l'organisation. En l'espèce, au niveau de la CEDEAO, l'article 91 du traité est d'une extrême clarté. Il y a des conditions de forme et des conditions de fond. Du strict point de vue formel, il y a d'abord la notification. C'est-à-dire, l'État qui veut partir doit écrire, n'est-ce pas, au commissariat exécutif. Ensuite, toujours au niveau de la forme, il y a un délai, ce qu'on appelle le délai de préavis, qui est de 1 an. Après ce délai, on va maintenant dans le fond pour discuter de ce qu'on appelle en droit international la liquidation. Parce que le départ d'un État membre entraîne des conséquences juridiques et financières. Vous savez très bien que dans le cas d'espèces, au Mali, il y a une représentation résidente de la CEDEAO. Il y a une commission nationale de la CEDEAO. La CEDEAO a des patrimoines donc au Mali, mais le Mali aussi a des patrimoines au niveau de la CEDEAO. Et le Mali a des représentants, c'est-à-dire des fonctionnaires internationaux au sein de la CEDEAO. Donc il faut régler toutes ces questions. C'est justement à l'issue de ces questions que la commission, le responsable de la commission, veut discuter avec Bamako. C'est cela. Jérôme André. Je voulais dire juste une chose très simple. Au niveau de l'AES, les 3 pays de l'AES ils ne font pas souvent preuve de courage. Quand ils indiquent par exemple que leur espace sera sans visa pour tous les ressortissants de la CEDEAO, mais il faudrait qu'ils aillent jusqu'au bout. Vous sortez de la CEDEAO,
il faut instaurer un visa pour tous les ressortissants de la CEDEAO. Il faudrait qu'ils soient courageux dans l'action qu'ils veulent poser. Et là, je suis d'accord avec Sylvain, pour dire que ça louvoie un peu au niveau de l'AES. C'est vrai, c'est-à-dire qu'ils veulent sortir et ils veulent toujours bénéficier de certains avantages. Mais soyez courageux, dites par exemple que l'espace de l'AES sera un espace de visa pour les ressortissants de la CEDEAO. Ça fait plus courageux et votre décision sera plus respectée. C'est tout ce que je voulais dire. Très bien, Guillaume. Mais il ne peut pas être courageux parce que André a bien parlé du recyclage du mensonge. Voilà. Il y a des gens qui sont arrivés au pouvoir par effraction, qui n'ont aucune légitimité et qui prennent des décisions parce qu'ils sont soutenus pour les défendre face aux terroristes. Mais c'est parce que vous avez une famille aujourd'hui qui a des difficultés de sortir de votre famille. Non. Le vrai problème, c'est que les gens ne sont pas préparés à quitter la CEDEAO. S'ils instaurent le visa pour les ressortissants de CEDEAO, mais la réciprocité va faire que la CEDEAO va instaurer le visa. Et il y a quand même 12 pays. Donc, on a parlé de l'UEMOA, je ferai pas de la liquidation, mais il n'y a pas que la question des fonctionnaires internationaux et tout ça. Mais ils seront amenés à sortir de l'UEMOA parce que l'UEMOA et la CEDEAO sont alliés, il y a des politiques qui sont alliés. Mais tout ça, ils ne sont pas prêts. Mais puisqu'ils ont ameuté leurs opinions publiques, ils sont obligés de sortir, mais ils regardent derrière, ils se rendent compte que la sortie de la CEDEAO va avoir des conséquences assez importantes sur leur propre population. Donc, c'est pour ça que vous avez l'impression qu'ils le voient, mais ils ne le voient pas. En vérité, ils sont un peu coincés. Mais moi, je pense qu'il faut que la CEDEAO les laisse partir. Et certainement qu'ils vont revenir, mais peut-être que les militaires, quand ils ne seront plus au pouvoir, ils vont revenir. Cette discussion met en lumière les complexités et les paradoxes d'une rupture historique. Si l'AES symbolise un désir de souveraineté et d'émancipation face à des structures perçues comme inefficaces ou manipulées, cette sortie de la CEDEAO n'est pas sans conséquences pour les populations. Les États de l'AES devront trouver un équilibre entre affirmation de leur indépendance et gestion des interdépendances économiques avec leurs anciens partenaires. Le chemin vers une Afrique souveraine et solidaire reste semé d'embûches, mais il témoigne d'un réveil panafricain porté par une volonté de justice et de liberté. Et vous, pensez-vous que cette rupture est une opportunité ou une erreur stratégique ? Partagez vos opinions en commentaire, abonnez-vous à notre chaîne, et continuons ensemble à décrypter les grandes transformations politiques et économiques du continent.